Spider-Man Brand New Day et l'Odyssée sont inarrêtables. Ridley Scott saoule tous les cinéphiles. Salut à tous, ici Reg, on parle des actualités cinéma et séries de la semaine. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Time. Time, c'est une application que moi j'utilise depuis des années maintenant. C'est une application comptable. Vraiment, j'utilise toutes les semaines parce que j'en ai besoin pour le travail. Et là, à partir du 1er septembre, il y a un truc qui arrive. C'est la facturation électronique. Donc dans même pas un mois, toutes les entreprises, oui, toutes, même les indépendants et les micro-entreprises, hein, attention c'est important, devront être capables de recevoir leurs factures au format électronique. Et l'émission des factures suivra dès 2027. Hein. Autant dire que si vous êtes indépendant, vous avez une petite boîte et tout, ça peut vite ressembler à un scénario de Christopher Nolan. 3 temporalités différentes et personne qui capte rien. Sauf moi je comprends. Et vous aussi avec Time. Non, pas besoin de voir toute sa filmo, Time va vous accompagner. En 5 minutes chrono, c'est fait. C'est un outil tout en un de gestion de la facturation, pensé pour plein de gens, peu importe l'échelle. Vous créez vos factures et vos devis, vous suivez vos paiements, vous gérez vos justificatifs, tout centralisé au même endroit, sans usine à gaz. Ça vous libère, je vous jure. Et le meilleur dans tout ça, c'est 100% gratuit. Eh ouais. Non, pas de piège, pas d'essai limité à 15 jours, c'est gratuit. Non, c'est juste de quoi être en conformité avec la nouvelle facturation électronique, qui sera encore une fois obligatoire dès la rentrée. Et en plus, vous pouvez gérer vos factures, vos devis en illimité gratuitement. Si vous voulez aller un peu plus loin, synchro bancaire, suive de trésorerie par exemple, ou même gestion de notes de frais, il y a des offres payantes, hein, mais l'essentiel est déjà là. Vous serez en règle gratuitement. Cliquez sur le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de créer votre compte Time. Foncez sur l'offre. Comme vous le savez peut-être, un film La Boubou est prévu. Oui, La Boubou, ce jouet déjà démodé, un film est prévu. Mais ça peut être intéressant car c'est Paul King qui réalise. Paul King, il a fait Paddington, il a fait Wonka. C'est un bon metteur en scène. En tout cas, moi, je l'aime bien. Et La Boubou va visiblement explorer les origines du personnage en Norvège. Voilà. Apparemment, ça vient d'un mythe norvégien et ça va parler de ça. Donc, je reste assez curieux. Oui, le projet, on en a rien à foutre en soi parce que c'est déjà un jouet qui est plus du tout à la mode. Tout le monde s'en fout. C'est terminé depuis un long moment, mais s'ils arrivent à prendre une idée cool par rapport à ça et en faire un vrai truc avec un vrai réal, pourquoi pas? Ça pourrait faire un film original, à voir ce que ça va donner, mais oui, de base, le projet est fondamentalement cynique, ça c'est clair. Spider-Man Brand New Day continue sa percée au box-office, hein. C'est ahurissant, 1,7 milliard. Rendez-vous compte, en 2 semaines, 1,7 milliard au box-office international. C'est 144 millions en deuxième week-end qu'aux États-Unis. C'est le 3e meilleur deuxième week-end de l'histoire après Endgame, entre autres. Et il y a plus de 2,5 millions qui sont prévus. Rendez-vous compte, non mais je suis désolé, je fais une pause, mais rendez-vous compte. 2,5 milliards pour ce film, c'est la prédiction actuelle, voire plus, s'il se tient bien. C'est un score de malade, peut-être le 3e plus gros film de l'histoire du cinéma hors inflation, évidemment. Plus que peut-être un Avatar, plus qu'Avengers, qui sait, Endgame, en tout cas Infinity War, c'est lunaire ce score. En France, c'est 4 millions d'entrées en 11 jours, c'est n'importe quoi. C'est un véritable carton, le film va pas s'arrêter tout de suite, ça sera le film de l'été. Tout le monde va enchaîner entre ça et l'Odyssée, c'est ridicule. Mais tant mieux pour les salles de cinéma, hein. Après, bon, je suis assez étonné que Brand New Day cartonne à ce point. C'est plus gros que les Avengers, hein. Spider-Man est plus gros que les Avengers. Donc là, Sony, ils vont jamais lâcher Spider-Man. Spider-Man va jamais quitter le MCU. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Entre les deux, là, Sony, là, ils se font des couilles en or. Hein. Rendez-vous quand je vois que Marvel, enfin Disney, ils ont 25% du box-office et Sony 75%. C'est risible. En tout cas, ça va pas s'arrêter tout de suite et j'ai hâte de voir à quel score le film va finir. Il va faire partie des rares films qui vont dépasser les 2 milliards au box-office, c'est n'importe quoi. Rosario Dawson a confirmé que son personnage de Claire Temple a été supprimé du film au dernier moment. Voilà, il a été coupé au montage, c'est des choses qui arrivent, mais elle devait être présente dans le film. J'ai pas d'avis dessus, c'était un personnage que j'ai jamais trouvé vraiment intéressant en soi, assez oubliable. Et son petit caméo qu'elle allait avoir, est-ce que ça aurait changé grand chose? Je ne pense pas, sinon de toute façon il l'aurait pas coupé. Et pour Spider-Man 5, ils veulent évidemment le retour de Destin Daniel Cretton, mais il va bosser sur Naruto l'année prochaine, comme je l'avais dit la semaine dernière en vidéo actualité, donc il sera pas disponible avant un long moment. Et de toute façon c'est évident qu'ils attendent Secret Wars pour voir s'ils foutent enfin le symbiote dessus, parce que dans les comics, c'est là que Peter Parker chope le symbiote, c'est dans Secret Wars. À voir s'ils attendent Secret Wars pour ensuite commencer la pré-prod et la production pour un Spider-Man, qui sait, pour 2029, un Spider-Man symbiote enfin. Mais pour ceux qui s'attendent à une suite tout de suite, ça sera pas avant un long moment. Mais je pense qu'avant 2030, genre 2029, ça serait faisable, à voir ce qu'ils vont faire en fonction du reste du MCU et en fonction de quand Destin Daniel Cretton finira son travail sur Naruto, qui risque de sortir lui en 2028.
Donc voilà, s'il y a un Spider-Man qui sort en 29 ou 30, c'est tout à fait normal et logique. L'Odyssée est enfin le plus gros succès de l'histoire de la carrière de Christopher Nolan. Il a dépassé les 1,1 milliard, il dépasse The Dark Knight Rises. C'est le plus grand succès de l'histoire d'IMAX, presque 300 millions juste en IMAX. Juste en box-office IMAX, c'est de loin le plus gros succès pour IMAX, de loin le plus gros succès pour Nolan. Il va sûrement devenir le plus gros film R-rated de l'histoire en dépassant Deadpool et Wolverine. C'est surbooké jusqu'à septembre. C'est n'importe quoi. Non mais il faut dire les choses. C'est n'importe quoi. L'événement culturel et le phénomène IMAX que représente l'Odyssée, c'est un vrai régal. En vrai, 5 millions d'entrées en France, le plus grand score de Nolan aussi bientôt. C'est un énorme événement culturel aussi. Là, l'Odyssée et Spider-Man, c'est rare d'avoir un été comme ça, en réalité, avec de tels scores et d'entrées en France et d'entrées dans le monde entier. L'Odyssée est en train de sortir en Chine, là, ça va être n'importe quoi. Vraiment, c'est des films qui font rayonner le cinéma. Qu'on les aime ou pas, peu importe, ça fait vraiment plaisir que le cinéma cartonne, que les gens y aillent, et taper des scores comme ça, c'est absolument lunaire, donc ça fait vraiment plaisir. Côté Warner et Paramount, vous savez, le rachat est encore en cours, la Warner devrait bientôt être possédée par la Paramount, et ils ont promis 30 films par an. C'est comme ça que Paramount vend justement cette acquisition, c'est qu'ils veulent sortir 30 films au cinéma par an. Paramount a envoyé des lettres à tous les cinémas américains en mode faites-nous confiance, on va remplir les salles de films, les gens vont venir en salle. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, il faut quand même que cette acquisition soit validée. Et pour ça, il faut convaincre les institutions gouvernementales qui sont indépendantes et qui vérifient que c'est possible de faire un tel achat. Parce que sinon, peut-être il y aurait un monopole et des choses comme ça. Donc le fait de réconforter tout le monde, le fait de dire que voilà, ça va mieux se passer pour l'art, pour le cinéma, pour la culture, pour l'économie, avec un tel rachat, eh bien ça motive les institutions à valider aussi ce genre d'acquisition. C'est pour ça aussi qu'ils insistent sur ça, à voir s'ils vont arriver à faire 30 films par an avec les deux entreprises, hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont prévu et c'est comme ça qu'ils vendent la chose. Sinon, je vous avais dit la semaine dernière que The Invite a failli sortir sur la plateforme de streaming. Il est sorti là en digital aux États-Unis et il sort chez nous en septembre au cinéma. Moi, je vais attendre la sortie en salle pour le coup, même si ce genre de film, t'as pas envie de te faire spoiler, je pense, parce qu'il doit beaucoup reposer sur ses twists. Mais en tout cas, à la base, il est sorti en streaming. Netflix avait proposé un gros cachet, apparemment 20 millions pour le rachat du film. Le budget du film était de 6 millions, donc un petit film en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont préféré la sortie salle. Et au final, c'était un très bon choix parce que c'est bientôt 50 millions en box-office. Mais c'est vrai qu'il y a plein de films comme ça qui ont failli jamais sortir en salle parce que un Netflix, un Prime, un Apple se disent « Ok, on a envie de l'avoir sur notre plateforme, même si on paye 3 fois le budget du film plutôt que le sortir en salle. » Et parfois, oui, ça vaut mieux de le faire parce que les sorties en salle, on sait jamais. Mais là, c'est qu'il y a un bon bouche à oreille, les gens, ils ont kiffé. Et c'est le genre de film qui, je pense, doit être sympa à découvrir en salle. Vu les réactions des gens, je pense que c'est vraiment un truc que les gens doivent voir avec plein d'autres personnes. Dans une salle sombre, l'ambiance doit être assez spéciale. Ridley Scott énerve comme d'habitude. Il va sortir de Dog Stars dans quelques semaines, évidemment. C'est son gros film d'action comme d'habitude sur l'apocalypse. Et il énerve car il y a encore des coulisses, des images, des behind the scenes sur lui qui utilise 10 caméras en même temps. Et les cinéphiles ils disent non mais voilà, il pense plus ses plans, il utilise plein de caméras, c'est la fin, c'est plus un artiste. Bon, Ridley Scott, ça fait 20 ans, il fait ça, qu'il utilise 10, parfois 16 caméras. Gladiator, c'était 16 caméras de mémoire. Il utilise ça parce qu'en fait, il tourne vraiment tout en même temps. Il s'en fout si on voit la caméra, si on voit les perches. Il supprime ça avec, évidemment, les artistes d'effets spéciaux qui s'occupent de ça. Mais il fait le montage en même temps. Et du coup, ça lui fait gagner un temps fou. Il passe beaucoup moins de temps sur le tournage. Oui, ça coûte plus cher en réalité parce que du coup il y a beaucoup d'interventions de CGI et autres. Ça se repose beaucoup sur la technologie numérique, mais en termes de mise en scène, il est dans un van et il garde les caméras, il fait le montage limite en direct. Comme ça, Ridley Scott, il peut faire le plus de films possible. Parce que ce que vous comprenez peut-être pas, c'est que Ridley Scott, Scorsese et tout, là ils sont à un stade où ils veulent faire le plus de films possible avant de mourir. C'est ça qui les intéresse. Ridley Scott, il a presque 90 ans. Il est plus tout jeune et justement quand tu filmes comme ça, tu fais des tournages. Gladiator, c'était très peu de tournage. Pour un gros blockbuster à 300 millions, c'est pour ça qu'il a coûté cher aussi. Mais un gros blockbuster comme ça, c'est très peu de tournage. Et de Dog Stars, je pense que lorsqu'on aura le nombre de jours de tournage, on va se dire, au fait, vu l'œuvre, qui a l'air d'être un gros film, un gros budget et tout, c'est pas beaucoup de temps de tournage, quoi. Donc c'est pour ça, il essaie de maximiser le temps de tournage pour en faire le moins possible, quitte à coûter plus cher, il s'en fout. De toute façon, que ces films ils marchent ou pas, il va faire des films. C'est Ridley Scott pour faire le plus de films possible et arrêter sa carrière le plus tardivement possible. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui s'énervent, ils trouvent ses films moins bien. Moi, je trouve que non, pas du tout. Je trouve qu'il est hyper intéressant toujours aujourd'hui.
Ridley Scott, il a un talent fou, assez inné, enfin pas inné, hein, pas que, mais voilà, ça fait des années il fait ça, donc moi je trouve ces films hyper bien foutus, et j'ai hâte de voir The Dog Stars, parce que c'est Ridley Scott, et parce que la bande-annonce était bien, parce que le concept donne envie, et j'ai hâte de voir son point de vue un peu cynique, encore une fois, sur ce genre d'humanité et d'œuvre en général. Paper Tiger, c'est le film de James Gray qui va sortir là en fin d'année chez nous aussi en France. C'est intéressant parce que moi je l'ai vu à Cannes pour le coup, il est vraiment bien, Paper Tiger, vous allez kiffer. La bande-annonce, elle donne aussi envie, et je pense que le film va pas marcher des masses, mais bon, c'est un James Gray, hein, c'est pas fait pour marcher, c'est fait pour les Oscars, les récompenses, et pour le kiff de faire un film, tout simplement. Mais bon, c'est que pour l'instant, le marketing vient tout juste de commencer, cette affiche est là, c'est nul, je trouve, c'est pas la vibe de l'œuvre, c'est plus un film de mafia, en réalité, mais de famille, hein, évidemment. Mais voilà, c'est un bon film. Je vous le conseille déjà, quand il sortira en salle, allez-y, parce que c'est un film qui mérite clairement le détour. Ad Vitam aura une suite. Voilà, c'est tout. On s'en fout, non, on est d'accord. On s'en fout d'Ad Vitam avec Guillaume Canet. On en a rien à foutre. C'est quoi ça? Non, on s'en fout. Mais voilà, pour ceux qui ont aimé Ad Vitam, une suite est prévue. Melissa Barrera est toujours boycottée. C'est le metteur en scène Colin Minihan qui a confirmé que beaucoup de producteurs indés, genre de films indépendants, même pas des gros, ont dit qu'ils ne voulaient pas l'embaucher à cause de son soutien à la Palestine. Donc oui, ceux qui pensent que tu peux parler autant que tu veux, que tout va bien, maintenant tout le monde est pro-Palestine, c'est faux. Voilà, à Hollywood, ça reste faux. Ça reste Hollywood, ça reste les États-Unis, c'est un gros pays de sionistes. Faut faire attention. Et elle, sa carrière a pris un coup. Même des œuvres indépendantes, hein. Genre pas des gros films, des œuvres indépendantes ont décidé de la boycotter aussi. Ça fait partie des grosses victimes et l'une des premières victimes post-Octobre 7 en termes de cancel. Alors que c'est pas mérité quoi. Enfin, il y a un moment, faut être sincère, faut être honnête. Être pro-Palestine te fait perdre des opportunités, c'est ridicule. Tout le monde devrait l'être. Ça change, hein. À Hollywood, ça change aussi. Dans le monde entier, ça change aussi, ce qui est bien. Maintenant, il faut voter pour des gens qui vont être pour ça aussi, hein. Mais voilà, la concernant, elle souffre encore évidemment de boycott, même dans des petites productions, ce qui est bien plus rare. Netflix a déclaré que le film de Danny Boyle, Inc., qui parle de la création de la Fox, donc encore une fois, qui va parler d'à quel point ces gens-là sont complètement fous, hein, les gens qui ont des conglomérats médiatiques, si vous avez vu Succession, vous le savez, mais c'est intéressant d'avoir ce film-là et le film Prime Time avec Robert Pattinson à quelques mois d'écart. Ça sortira sur Netflix dans le monde entier, sauf chez nous. En France, ça sort début janvier 2027. Un film de Danny Boyle au cinéma, c'est toujours un plaisir. Je trouve que Danny Boyle, c'est un super réalisateur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et oui, ça sortira en salle chez nous, mais le 11 décembre sur Netflix dans le reste du monde. Donc nous, c'est un mois plus tard. Donc si vous voulez le voir chez vous, bah, vous pourrez avec un VPN ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, chez nous, ça sera en salle évidemment. Netflix, en parlant d'eux, a décalé le film Here Comes the Flood, le film de Fernando Meirelles, qui est donc le co-réalisateur de La Cité de Dieu, avec Denzel Washington, Robert Pattinson et Daisy Edgar Jones. C'est un film de braquage assez unique, apparemment, qui sortira sur la plateforme directement dans le monde entier. C'est une production Netflix pour le coup. Et je pense qu'ils l'ont décalé parce que la rentrée, c'est un peu coincé niveau Robert Pattinson. Il a prime time en septembre, Dune 3 en décembre. Ils n'allaient pas foutre un troisième Robert Pattinson là en plein milieu. Ils profitent justement de la hype Pattinson pour le décaler, peut-être le sortir au printemps ou en faire un blockbuster d'été l'année prochaine. Mais en tout cas, le film est prêt et sortira l'année prochaine. Brad Pitt n'est pas anti-IA. Il y a eu deux actualités concernant Brad Pitt. La première, c'est qu'il a repris l'alcool après 7 ans de sobriété, ce qui est assez rigolo. Mais surtout qu'en fait, il n'est pas anti-IA concernant les moyens budget. Il pense sincèrement qu'il y a des films qui vont se faire grâce à l'IA, justement quand ils n'ont pas de thunes et qui vont pouvoir exister et être impressionnants. Il a sûrement raison en réalité. Il a sûrement raison. C'est ça le problème de l'IA générative, c'est qu'en vrai, c'est vrai, ça va faire économiser de l'argent. À quel prix? Éthique, morale, je n'en sais rien, ça c'est à vous de décider. Moi j'ai mon avis là-dessus, je l'ai déjà beaucoup prononcé sur mes réseaux. Mais en tout cas, lui n'est pas anti-IA et comprend à quel point ça peut être utile. Chacun son avis là-dessus, vous connaissez le mien. Digger va durer 2h08. Il y a plein de rumeurs sur le fait que ça allait durer 2h45, que ça allait être genre méga long et tout, mais non, c'est que 2h08. Curieux de voir le film, je sais pas ce que ça va donner, mais on va s'enchaîner le Prime Time fin septembre et le Digger fin septembre aussi, je crois que ça sort le 30, Digger si je dis pas de bêtises. J'ai trop hâte de le voir évidemment, ça va être un sacré morceau de cinéma. Jacob Elordi, on parlait de lui avec The Dog Stars de Ridley Scott, va rejoindre Scarlett Johansson dans le prochain film d'Ari Aster qui a parlé de la chirurgie ratée sur un gars type Jake Paul. Voilà, Ari Aster, il est en plein critique, satire américaine, et ça va raconter l'histoire de ce gars-là qui meurt lors d'une opération esthétique, visiblement en plus, et comment le chirurgien, les assistants et tout, les infirmières vont devoir cacher le crime. C'est un peu l'histoire de ce qui se passait dans la série Beef saison 2 là sur Netflix, mais Jacob Elordi, Scarlett Johansson, Ari Aster, moi je suis chaud, je prends, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, le tournage devrait commencer
cette année. Ryan Hurst s'est montré en tant que Kratos. Vous savez, il a été remplacé, ou en tout cas, il est en train d'être remplacé dans la série God of War, la série qui a filmé la moitié de l'œuvre. Donc là, ils vont retourner l'intégralité de la série avec un nouvel acteur de Kratos. Mais du coup, il a partagé cette photo de lui. Je pense que ceci est un appel à mettre un coup de pression à Prime en mode « Regardez, c'est moi, c'est Kratos, je lui ressemble, c'est l'esthétique, j'ai les tatouages, le crâne chauve et tout. » Contrairement à l'image là qui sont partagées qui était pas bien. Faut dire les choses. Là, tu dis, ok, il y a une vibe un peu Kratos, tu peux le comprendre, il y a quelque chose. C'est peut-être un moyen de faire pression, mais sauf qu'il va se taper 1 an de convalescence. Ils vont pas décaler God of War d'1 an. C'est pas possible, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a partagé cette photo et c'est dommage parce qu'il sera remplacé par quelqu'un, peut-être qui sera moins apte à jouer le rôle. Dave Bautista, j'en ai parlé la semaine dernière, serait l'un des candidats. Ce serait un peu dommage parce que je trouve que Dave Bautista n'est pas un bon candidat pour Ryan Hurst. Avec cette photo, il arrive à te convaincre. Il est massif, il est vraiment impressionnant aussi. C'est un bon acteur, donc franchement, on l'a vu dans l'Odyssée. Quand il se bat avec Tom Holland, quand il reconnaît Ulysse avant sa mort dans l'Odyssée, là, il y a un truc, tu le vois bien en Kratos, et c'est dommage qu'il soit remplacé à cause de cette blessure. Mais bon, je comprends Amazon qui a pas envie d'attendre des années et des années pour sortir. Là, tu mets ton acteur en pause, tu décales ta série d'1 an. Bon, je pense que c'est hyper compliqué pour tout le monde. Et en plus, ils ont déjà remplacé Atreus pour la saison 2. C'est n'importe quoi, la gestion de cette série. Payday va arriver en série télé réalisée par 50 Cent. Vous savez, le jeu vidéo. Quel intérêt? Je veux dire, c'est un jeu de braquage. C'est quoi l'intérêt d'avoir une licence Payday au cinéma ou en série télé? C'est un film de braquage. Moi, je trouve que c'est inutile. Mais bon, ça, c'est chacun son avis. American Hostage a été révélé avec une bande-annonce. C'est littéralement l'histoire du film La corde au cou de Gus Van Sant qui est sorti cette année en salle. Dead Man's Wire pour ceux qui la veulent en VO. C'est la même histoire. Voilà, c'est virtuellement la même histoire, mais en série télé avec John Hamm, et sûrement rallongé à mort, alors que le film est hyper efficace, il est intéressant, il est bien fait. Bref, personnellement, je vois pas l'intérêt, et je compte pas regarder ça. Certains acteurs d'Harry Potter s'opposent aux idées de J.K. Rowling par rapport à la transphobie et la manière dont il finance des groupes et des lobbies anti-personnes trans. C'est Belle Paoli qui en a parlé récemment, qui va jouer dans la série, et elle a dit qu'elle est contre. Il y a plein de gens qui te disent, mais attends, tu es contre, mais tu joues quand même dans la série. Moi, je pense que le problème, il est bien plus compliqué que ça. C'est ça le problème des gens qui sont d'extrême droite ou des transphobes ou des racistes. C'est que parfois, ils sont trop puissants. Parfois, t'as une licence comme ça, comme Harry Potter, qui malheureusement, pour beaucoup de personnes, va au-delà de J.K. Rowling. Alors oui, ça finance à 100% J.K. Rowling. Oui, c'est ce qui lui fait financer des groupes transphobes et tout. Mais c'est une licence qui est tellement grande que même si t'es pas d'accord avec J.K. Rowling, bah, professionnellement, c'est compliqué de dire non. C'est comme Bolloré, hein, c'est la même chose. Donc moi, je vais jamais critiquer les gens qui bossent pour des gens problématiques. Genre des gens transphobes, des gens racistes, des fachos et tout, parce que, quand ils ont des empires, hein, genre pas quand ils sont comme ça en tête à tête, hein, mais quand ils ont des empires médiatiques ou culturels comme ça, bah oui, tu peux boycott, mais si t'as pas une carrière de fou, si t'as besoin de taf et tout, bah tu peux pas boycott. C'est ça le danger de ces gens-là, c'est qu'ils sont tellement puissants qu'ils t'obligent entre guillemets à bosser pour eux, sinon quelqu'un d'autre prend ta place et tout. Donc c'est ça un peu le problème. Moi je vais jamais critiquer les gens qui vont bosser pour J.K. Rowling entre guillemets, en sachant que c'est un peu détaché, même si elle bosse sur la série, ça reste Harry Potter, ça reste la licence. Limite c'est plus grand qu'elle, même si ça la finance, c'est plus grand qu'elle d'un certain point de vue, donc je comprends les gens qui bossent quand même. Je vais pas les critiquer sur ça, c'est comme les gens qui bossent pour Canal. Moi je critique pas, je comprends tout à fait. Alfonso Cuarón ne va pas réaliser de film prochainement, il va réaliser une série pour Apple, après Disclaimer qui était génial, disons les choses, il va réaliser une série qui s'appelle Ascension. Ça sera un thriller de secte, apparemment, à déterminer exactement ce que c'est. Le tournage devrait bientôt commencer, ça a été annoncé là, cette semaine. Bah écoute, Alfonso Cuarón, j'aime beaucoup tes séries, fais-toi kiffer, mais fais des films. Ça fait quoi, 8 ans, 9 ans que t'as pas fait un film? Alfonso, retourne faire des films, s'il te plaît, parce que là, tu nous manques. Mais les séries, c'est bien, hein, mais retourne faire des films, s'il te plaît. A Night of the Seven Kingdoms a terminé son tournage, la saison 2 va bel et bien sortir l'année prochaine, en début d'année. Ils savent pas encore si c'est au printemps ou à l'hiver, mais ça devrait sortir l'année prochaine, et j'ai hâte de voir ça, parce que la saison 1 était vraiment très très cool. The Witcher, par contre, saison 5, je sais que tout le monde s'en fout de The Witcher, que c'est terminé, devait sortir cette année, ça a été décalé à l'année prochaine. On s'en fout. Je suis désolé, hein, on est à ce stade où on s'en fout un petit peu, ça n'intéresse plus personne, mais c'est comme ça pour ceux qui attendaient encore la saison. Moi je vais regarder, hein, c'est la fin de Witcher bien sûr, mais ça sera donc pour l'année prochaine. Mindhunter saison 3, d'après Netflix, a failli se faire, mais Fincher était trop occupé à bosser sur des films. Bon, ça c'est vraiment un duel à la con entre Netflix et Fincher, parce que parfois Fincher il dit que c'est la faute de Netflix, il voulait pas mettre l'argent, ensuite c'est Netflix qui va dire non mais c'est la faute de Fincher, il était occupé, plein de choses comme ça. Bon, on sait pas ce qui est vrai ou pas. Apparemment, ils sont encore en train de réfléchir à faire des films de conclusion, genre une trilogie de films sur Netflix. Ça pourrait être intéressant, ou un film de conclusion. Mais oui, Mindhunter, malheureusement, est toujours dans une sorte de limbo un peu bizarre, où techniquement c'est annulé, mais ils ont des discussions de temps en temps pour faire encore des projets.
Succession avait 10 épisodes. The Wire saison 4 en avait 13. Boardwalk Empire en avait 12. Mais c'est un peu terminé. On est d'accord qu'il n'y a plus trop de séries HBO qui arrivent aux 10 épisodes. C'est assez rare, surtout des grosses séries comme ça, des gros drames. Il y a The Pitt et tout qui en a 16, mais ça limite une sitcom dans la production et tout. Là, avec le streaming, il n'y a aucun intérêt à faire beaucoup d'épisodes. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, j'ai fait une vidéo sur ça, pourquoi il n'y a plus autant d'épisodes. Le streaming va privilégier les saisons courtes. Faut que les gens finissent la série pour la considérer comme un succès, donc c'est pour ça qu'il y a moins d'épisodes, il y a moins de fillers, mais du coup, il y a peut-être moins de contenu aussi de manière générale. Il y a plus de budget, forcément, quand on donne 10 millions pour 5 épisodes et 10 millions pour 10, bah tu prends les 5, évidemment. Donc encore une fois, les gens qui pensent qu'il y a une crise de la série télé parce qu'il n'y a pas assez d'épisodes, c'est vrai. C'est pas un mythe, c'est pas une invention, c'est vrai, vous l'avez sûrement remarqué, et je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet que j'ai sorti il y a quelques mois. Pour les sorties de la semaine, c'est Reacher saison 4. Moi j'aime bien Reacher, donc je pense que je vais regarder de temps en temps, quoi. La fin de Oak Street, ma critique sortira demain s'il y a des choses à dire sur le film. Soudain de Hamaguchi, j'espère avoir le temps de voir le film, c'est 3h20, ça me déchauffe un petit peu j'avoue en ce moment, mais j'espère avoir le temps. Undertone, ça apparemment c'est ok, c'est un petit thriller comme ça audio, enfin il y a des images et tout, c'est en salle, hein. Mais je pense que je vais le voir, et juste pour une nuit, apparemment c'est nul à chier, donc je n'irai pas le voir. Voilà, c'était mon avis sur l'actualité. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de créer votre compte Time. Attention, la facturation électronique arrive dès la rentrée. Vous devez être en règle, que vous soyez une petite ou grande entreprise, que vous soyez indépendant, micro-entreprise, peu importe. Soyez en règle, ça prend 5 minutes. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast, mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.